Alors que ma tante me rabaisse devant toute la famille, le petit ami de ma sœur entre et me reconnaît comme le mystérieux gagnant de 10 millions d'euros à la loterie. Le silence s'installe aussitôt dans la pièce. La dernière fois que ma famille s'est réunie, je m'étais dit que je me tairais. Sourire, hocher la tête, manger et partir tôt. Je l'avais même répété dans ma tête en conduisant. Ne te laisse pas faire, Antoine. Laisse-les parler. Mais j'aurais dû savoir. Ces gens ont toujours eu besoin de quelqu'un à rabaisser. Et pendant des années, ça a été moi. Je m'appelle Antoine. J'ai 28 ans. Je travaille dans la logistique. Ou du moins c'est ce que je leur disais avant qu'ils ne commencent tous à le tourner en blague de « petit livreur glorifié ». Ce qu'ils ne savaient pas, et ce que je n'ai jamais ressenti le besoin de corriger, c'est que j'avais discrètement racheté une entreprise de chaîne d'approvisionnement régionale après un coup de chance inouï qui avait tout changé. Je parle de la loterie. La vraie, honnête, avec flash d'appareil photo, 10 millions d'euros du jour au lendemain. Et je n'ai rien dit à personne, pas même à mes parents décédés il y a des années. Pas à ma sœur, pas à mon meilleur ami d'enfance. Je ne faisais confiance à personne avec ce genre d'informations, surtout pas à ma famille élargie, qui avait toujours le talent de flairer les opportunités. Et par opportunité, j'entends l'argent des autres. Maintenant, c'est là que les choses deviennent intéressantes. En grandissant, j'étais toujours celui qui était fauché. Non pas parce que j'étais paresseux ou sans but, mais parce que je n'étais pas tape à accent grave-l'œil. Je ne me souciais pas des choses que ma famille aimait. Voiture, vêtements, faux statut. J'économisais. J'investissais. Je conduisais une vieille Peugeot 206 tandis que mon cousin Julien finançait une nouvelle Audi tous les 2 ans juste pour se montrer à la Toussaint. Et personne ne me l'a jamais fait oublier. La pire d'entre eux, ma tante Thérèse, la sœur cadette de mon père. Le genre de femme qui n'a jamais eu de vrai travail, mais qui avait toujours des sacs de créateurs et des fossiles qui semblaient vouloir s'envoler. Elle s'est mariée 2 fois au-dessus de sa condition et s'est assurée que toute la famille savait qu'elle était maintenant trop bien pour les drames, tout en créant plus que quiconque je n'ai jamais rencontré. Elle me tapait la tête quand j'étais plus jeune et disait des choses comme « Ne t'inquiète pas, Titou. Certaines personnes sont destinées à la grandeur et d'autres sont juste destinées à être reconnaissantes. » Je n'avais pas vu la plupart d'entre eux depuis l'enterrement. Après le décès de mon père, j'ai déménagé de ville, recommencé, gardé mes distances. Alors, quand ma sœur Léa a appelé pour dire qu'elle organisait un grand dîner de famille pour présenter son nouveau petit ami, j'ai hésité, mais elle a supplié, a dit que cela lui ferait beaucoup de bien, et j'ai toujours eu un faible pour elle, même si nous n'étions plus aussi proches qu'avant. Alors, j'ai accepté. Je suis arrivé en retard exprès, habillé simplement, chemise noire boutonnée, jean, basket propre, juste assez pour me fondre dans la masse. La maison était bruyante quand je suis entré. Rire, bavardage, cliquetis d'argenterie. Je sentais le poulet rôti et le pain à l'ail. Léa mettait la table et quand elle m'a vu, elle a couru et m'a fait un gros câlin. « Tu es vraiment venu ?» a-t-elle chuchoté, surprise. « Seulement pour toi », ai-je souri. La plupart des gens se sont contentés de me saluer de la tête. Julien avait déjà bu 3 bières, accaparé le canapé du salon. Tante Thérèse était assise à la tête de la table à manger comme si elle possédait les lieux. Les enfants étaient collés à des tablettes dans le coin. Personne ne m'a demandé où j'étais ni comment j'allais, mais je m'en fichais. Je me suis assis, j'ai pris une assiette et j'ai commencé à manger. La conversation circulait autour de moi. Le petit ami de Léa, Marc, n'était pas encore arrivé, alors les gens spéculaient sur lui. Probablement un autre artiste, a plaisanté quelqu'un. Léa a toujours eu des goûts bizarres. Thérèse a siroté son vin et a marmonné quelque chose à propos des hommes qui peignent leurs sentiments. Les choses habituelles. Et puis est venu le moment que j'aurais dû attendre, mais pour lequel je n'étais toujours pas prêt. Thérèse s'est tournée vers moi, ce sourire suffisant sur son visage comme si elle était sur le point de rendre un décret royal. « Alors, Antoine, a-t-elle ronronné, tu livres toujours des cartons ? Ou as-tu enfin progressé vers la restauration rapide ?» J'ai continué à mâcher, sans même scier. « Oh, allons, a-t-elle insisté. Ne sois pas timide. Nous sommes tous en famille ici. Tu peux nous dire si tu vis toujours au jour le jour. Ne me demande juste pas de près. » Elle a ri et quelques autres l'ont rejointe, plus par habitude que par amusement.
J'ai haussé les épaules. Ça va. Ça va, a-t-elle imité, puis s'est penchée avec un faux chuchotement. Tu sais, tu me rappelles vraiment ton père. Toujours à galérer. Toujours à faire semblant de ne pas se soucier d'être fauché. Sa voix a baissé. Tu seras toujours fauché, comme ton père. Silence. Ce n'était pas ce qu'elle a dit, c'était la façon dont elle l'a dit. Comme si mon père était une maladie dont elle était heureuse d'avoir survécu. Comme si sa force tranquille, son intégrité, ses sacrifices n'étaient que des punchlines dans son petit club de comédie cruelle. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine, mais je ne l'ai pas laissé paraître. J'ai pris une autre bouchée de pain à l'ail, j'ai mâché lentement. Une fois. C'est là que la porte d'entrée s'est ouverte. Léa a halté. Marc est là. Tout le monde s'est tourné quand il est entré. Grand, soigné, confiant. Il avait cette présence calme et facile qui vous le fait aimer instantanément. Mais la seconde où ses yeux se sont posés sur moi, il s'est arrêté. A eu un double regard. Puis il a cligné des yeux, m'a montré du doigt et a dit, « Attendez, vous êtes le gars qui a gagné 10 millions d'euros à la loterie, n'est-ce pas ?» La pièce est devenue silencieuse. Même les enfants ont levé les yeux. Je n'ai pas bougé. J'ai juste continué à mâcher. La bière de Julien est restée en l'air. Le verre de vin de Thérèse s'est incliné. La mâchoire de Léa est tombée. Et Marc, le gentil et inconscient Marc, a regardé autour de lui et a ajouté, « Je l'ai reconnu dans cet article il y a quelques années. Ils ont utilisé votre photo. Vous vous souvenez? Vous avez complètement disparu de la circulation après ça. » J'ai avalé. Oui, ai-je dit avec désinvolture. C'était moi. Et juste comme ça, tout a changé. Si vous avez déjà vu une meute de loups s'arrêter au milieu d'un hurlement, puis cligner des yeux, renifler l'air et se tourner lentement vers une nouvelle odeur. C'est ce que la pièce a ressenti. Pendant toutes ces années, il me regardait à peine. Maintenant, soudain, j'étais le plat principal. Il y a eu un instant de silence après que j'ai confirmé. Oui, j'étais ce gars-là. Puis, tout a éclaté. Thérèse, que son petit cœur sombre soit béni, est passée de tante condescendante à agent de presse de tapis rouge en 2 secondes. Elle a ri, a vraiment ri, et a tendu la main à travers la table comme si nous partagions des secrets depuis des années. Antoine, pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt, mon chéri? Je suis si fier de toi, a-t-elle presque chanté. J'ai juste cligné des yeux. Tu as dit que je serais toujours fauché. Comme papa. Oh, allons. Elle a agité la main comme si elle chassait une mouche. Tu sais que je plaisantais. C'est juste notre humour familial. On taquine parce qu'on aime. Julien a enchaîné, me tapant dans le dos comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Mec, tu as vraiment gardé ça secret. 10 millions? C'est de la folie. On devrait traîner ensemble un de ces jours, prendre un verre, se rattraper. Il a souri comme s'il n'était pas le même cousin qui avait posté une fois sur Facebook que certaines personnes ne pouvaient pas gérer la difficulté et se contentaient de la médiocrité. Léa semblait partagée entre l'admiration et la trahison. Tu ne m'as jamais rien dit, a-t-elle dit doucement, son visage s'affaissant. Je me suis un peu adouci. Ce n'était pas personnel. Je voulais juste que ça reste discret. Elle a hoché la tête lentement, mais ses yeux étaient embués. Je pouvais voir que les rouages tournaient déjà dans sa tête, essayant de relier le comportement passé à cette nouvelle information, essayant de décider si elle devait se sentir blessée ou impressionnée. Pendant ce temps, Thérèse était déjà dans sa 2e transformation. Antoine, tu devrais vraiment envisager d'investir. L'immobilier est si prisé en ce moment et il se trouve que je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Son fils Julien, et évidemment, il a fait de l'achat-revente de propriété et adorerait s'associer avec quelqu'un comme toi. Julien a hoché la tête avec enthousiasme. On pourrait faire de grandes choses ensemble, mec. J'ai des idées. J'ai juste besoin de capital. J'ai juste continué à mâcher. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit oui. Je les ai juste regardés s'agiter pour réécrire des années d'insultes en souvenirs tièdes d'amour vache. Ce dîner s'est transformé en cirque très vite. Soudain, les gens qui ne posaient jamais de questions sur mon travail étaient curieux. Les gens qui ne m'avaient pas parlé depuis l'enterrement riaient trop fort à des choses que je n'avais pas dites.
Même les enfants se rapprochaient comme si on leur avait dit que je pourrais commencer à distribuer des bonbons ou des Tesla. Et Thérèse, elle est passée en mode héritage complet. Tu te souviens quand tu étais petit et que je t'emmenais manger des glaces, a-t-elle dit avec effusion. J'ai toujours dit à ton père que tu étais spécial. N'ai-je pas dit ça? Tu avais cette étincelle dans les yeux. Cela n'est jamais arrivé. J'ai juste souri et hoché la tête. Bien sûr, tante Thérèse. Après le dîner, elle m'a suivi dans la cuisine pendant que je rinçais mon assiette. Personne d'autre n'aidait, bien sûr. J'avais à peine tourné le robinet qu'elle s'est penchée avec son verre de vin et cette voix faussement douce qui me donnait la chair de poule. Tu sais, a-t-elle dit, en faisant tournoyer son chardonnay. Ton père serait si fier de toi. Je n'ai pas répondu. J'ai toujours su que tu en étais capable. Tu n'as jamais été comme les autres, a-t-elle ajouté, sa voix baissant. Et maintenant que tu as eu cette petite aubaine, il est peut-être temps que tu commences à penser à la famille d'une autre manière. J'ai levé un sourcil. Comment ça? Oh, ne sois pas naïf. Julien a des difficultés. Et je ne dis pas que tu lui dois quoi que ce soit. Bien sûr que non. Mais aider ton cousin, cela signifierait le monde pour cette famille. Voilà. L'hameçon, le passage du faux soutien à la pression stratégique. Je me suis appuyé contre le comptoir, séchant mes mains lentement. Tu sais ce que je trouve intéressant, ai-je demandé. Quoi donc? L'amour soudain. Elle a ri comme si j'avais fait une bonne blague, mais ses yeux ont vacillé. Elle savait que je ne jouais pas le jeu. Je devrais y aller, ai-je dit en la dépassant. Oh, ne sois pas bête, a-t-elle crié. Tu devrais rester la nuit. Nous avons des chambres d'amis. Profite du week-end. Mais j'étais déjà en train de prendre mon manteau. J'avais besoin d'air. Cela aurait pu être la fin de l'histoire. Mais le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer. SMS, email, message Facebook, même une demande LinkedIn d'un cousin que je n'avais pas vu depuis 2012. Ils étaient tous des variations de la même chose, salut mec, félicitations. On peut parler de quelque chose rapidement? J'ai cette opportunité que tu adorerais. Je les ai tous ignorés. Puis Léa a appelé. J'ai hésité avant de répondre. Salut, ai-je dit. Elle n'a pas perdu de temps. Qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu dire? Tu as gagné à la loterie et tu ne me l'as pas dit. Je voulais rester discret. Elle a soupiré. Je comprends. Je le fais. Mais Antoine, nous sommes de la famille. J'ai hésité. Ce mot ne signifie plus ce qu'il était. Silence. Puis plus doucement. Tu penses que je suis comme eux? Non, ai-je dit sincèrement. Mais je pense que tu les as laissés me traiter comme si je n'avais aucune importance. Tu ne les as jamais arrêtés. Cela a fait mouche. Je l'ai entendu dans sa respiration. Je suis désolé, a-t-elle dit finalement. Je n'ai rien dit, a-t-elle continué. Écoute, je sais que Thérèse peut être beaucoup et Julien est un idiot, mais nous ne sommes pas tous après ton argent. Je sais. Alors pourquoi agis-tu comme si nous l'étions? Parce que tout le monde est soudainement gentil avec moi. Tu sais depuis combien de temps Thérèse ne m'a pas regardé sans ricaner? Des années. Peut-être qu'ils essaient juste de rattraper le coup. Peut-être. Ou peut-être qu'ils essaient d'avoir une part avant que la porte ne se ferme. Elle est restée silencieuse pendant longtemps. Puis, je n'appelle pas pour de l'argent, Antoine. J'appelle parce que mon frère me manque. Et je voulais la croire. Je le voulais vraiment. Pendant quelques semaines, les choses ont été calmes. Je suis retourné au travail. Enfin, plus ou moins. Je gérais toujours l'entreprise que j'avais achetée, mais surtout à distance. Je suis resté discret. Je n'ai rien acheté de tape à accent Graveleuil. Je vivais toujours dans le même appartement. Je conduisais toujours la 206, mais les murmures n'ont pas cessé. Il s'avère que Marc, le petit ami de Léa, avait parlé de moi à son cousin, qui en a parlé à son collègue, qui l'a mentionné lors d'une soirée poker. Et en un mois, il semblait que tous les membres de la famille élargie dans un rayon de 80 km avaient entendu quelque chose. Le point de bascule, une enveloppe. Elle est arrivée dans ma boîte aux lettres un jeudi.
Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une lettre imprimée et une photo. La lettre venait de Thérèse. Elle commençait amicalement, « Nous sommes si fiers de toi ». Puis elle est rapidement passée au chantage émotionnel, « Ton oncle est malade. Nous sommes submergés par les frais médicaux. Les affaires de Julien souffrent. Si tu pouvais juste avoir le cœur de nous donner un coup de main. » Mais la photo, c'était celle de mon père, jeune, souriant, le bras autour d'une Thérèse beaucoup plus jeune. La légende écrite et épinglée en dessous, « Il voudrait que tu prennes soin de nous. » C'est là que le barrage a cédé parce que Thérèse n'avait même jamais rendu visite à mon père quand il était en soins palliatifs. Jamais appelé, jamais venu à l'enterrement. Et maintenant, elle utilisait sa mémoire comme un levier pour ouvrir mon compte en banque. J'ai froissé la photo, mais je ne l'ai pas jetée. Pas encore, car c'est à ce moment que tout a basculé. Je n'étais pas en colère. Pas vraiment. J'étais froid. Froid comme les gens le sont quand ils ont été giflés une fois de trop et qu'ils ont finalement cessé de tressaillir. Ils ne voulaient pas seulement mon argent, ils voulaient mon silence, mon obéissance, ma place au bas de l'échelle alimentaire familiale, juste maintenant avec un portefeuille plus garni, et ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Le week-end suivant, j'ai rendu visite à Léa. Elle a ouvert la porte et a immédiatement semblé nerveuse. Je ne leur ai rien dit, a-t-elle dit. Je sais, mais ils me posent des questions. Thérèse m'a coincé hier chez grand-mère. Que as-tu dit? Que je ne savais rien. Mais Antoine, il parle. Julien pense que tu caches des biens. Il a dit quelque chose à propos d'appeler un avocat. Cela m'a fait sourire. Laisse-les faire. Antoine. Non, ça va. Tu vas bien? Je vais mieux que bien. Mais ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais déjà engagé mon propre avocat. Non pas pour protéger mon argent, mais pour préparer ma réponse. Parce que s'il voulait jouer, j'en avais fini d'être le silencieux. Et s'ils voulaient me traîner dans la boue, je m'assurerais qu'ils y seraient enterrés. Mais avant cela, avant la révélation, la riposte, la vengeance, quelque chose est arrivé que je n'ai pas vu venir. Quelque chose qui allait tout mettre en marche. Car juste au moment où je pensais avoir vu le pire, Julien a fait quelque chose qui a franchi une ligne que je ne savais même pas avoir encore. Et cela a commencé par un coup à ma porte. Une enveloppe glissée dessous. Pas de nom, pas d'adresse de retour, juste une seule feuille de papier. Et les mots imprimés dessus, ils m'ont fait trembler les mains parce que ce n'était pas juste une menace. C'était personnel. Et cela a tout changé. L'enveloppe est restée sur le comptoir de la cuisine pendant plus d'1 heure avant que je ne l'ouvre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'une partie de moi savait déjà que ce n'allait pas être un autre voyage de culpabilité ou une proposition d'investissement. Peut-être que j'avais juste besoin d'une seconde pour me préparer. Après tout ce que Thérèse avait fait, tout ce que Julien avait laissé entendre, je pensais être immunisé contre les surprises. Je ne l'étais pas. Quand j'ai finalement déplié le papier, la première chose que j'ai remarquée, c'est la photo granuleuse et zoomée. C'était moi quittant mon appartement, en tenue de sport, tenant une tasse de café. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être juste quelque chose des médias sociaux, mais ensuite j'ai réalisé que je n'avais jamais posté ça nulle part. Pas même proche. Sous la photo, tapé en police simple, 10 millions n'achètent pas la loyauté. Cela dessine juste une cible plus grande sur votre dos. Faites attention à qui vous faites confiance. Pas de signature, pas d'information de contact, juste cela pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je me suis senti vraiment secoué. Ce n'étaient pas les machinations imprégnées de vin de Thérèse ou la stupidité de Julien. C'était quelqu'un qui me regardait, me traquait, envoyait des menaces voilées comme dans un scénario de film. Soudain, ma maison ne me semblait plus aussi sûre. Mon téléphone me semblait peser plus lourd. Chaque bruit à l'extérieur de ma fenêtre me serrait la poitrine. J'ai vérifié mon système de sécurité 2 fois, verrouillé toutes les fenêtres, je me suis assis dans le noir, la télévision éteinte, juste à réfléchir, s'agissait-il vraiment de l'argent, ou avais-je mal jugé jusqu'où certains d'entre eux iraient? Au cours des jours suivants, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose avait changé. J'ai arrêté d'aller à la salle de sport, commandé des courses en ligne, annulé un voyage que j'avais prévu. J'ai même envisagé de me faire enregistrer dans un hôtel sous un faux nom, mais je savais que cela ne résoudrait rien.
Si quelqu'un voulait m'atteindre, ils avaient déjà prouvé qu'ils le pouvaient. Et pourtant, je n'ai rien dit à personne, pas même à Léa. Peut-être que c'était de l'orgueil. Peut-être que c'était de la peur. Mais quelque chose dans ce message m'a fait réaliser à quel point j'étais seul. Pas seulement physiquement, émotionnellement. Et une fois cette réalisation faite, les fissures ont commencé à apparaître. J'ai arrêté de vérifier les emails de mon équipe de direction, retardé l'approbation de contrats, perdu tout intérêt pour les feuilles de calcul et les réunions de stratégie qui faisaient vibrer mon cerveau. Ce n'était pas un épuisement professionnel, c'était un désenchantement, 10 millions d'euros, et je me sentais toujours comme le pauvre gamin de la pièce, juste avec de meilleures chaussures. Puis vint le point de rupture. Ma banque a appelé. Au début, j'ai cru que c'était de la routine, une vérification de sécurité ou une transaction signalée. Mais la voix à l'autre bout du fil était tendue, inquiète. Monsieur Dubois, dit la femme, nous voulions juste confirmer que vous avez autorisé un virement de 250 000 € à une société appelée Investissement Ligne Rouge. Mon cœur s'est serré. Non, ai-je dit immédiatement. Absolument pas. Elle a fait une pause. Nous l'avons intercepté à temps. Il a été signalé comme suspect et mis en attente pour vérification. Je ne me souviens pas exactement ce que j'ai dit après ça, probablement un mélange d'incrédulité et de fureur, mais il n'a pas fallu longtemps pour tout reconstituer. Quelqu'un avait eu accès à l'un de mes comptes plus anciens et moins utilisés, le genre que j'avais ouvert au début de mes jours de fortune avant d'avoir embauché de vrais conseillers. Il avait une sécurité plus faible, moins de vérification. Je savais exactement qui c'était. Julien. Comme c'était facile. Il y a 2 ans, j'étais resté chez lui un week-end avant un mariage. Je m'étais connecté à ce compte sur son ordinateur portable. Je l'avais oublié, supposé que c'était sûr, mais il avait dû s'en souvenir. Ou peut-être l'a-t-il trouvé plus tard et a attendu le bon moment. J'ai vérifié l'historique de connexion. Devinez quoi? Accéder depuis une adresse IP dans sa ville. Juste au moment où il a commencé à m'envoyer des messages amicaux à propos de travailler ensemble. C'était la dernière fissure. Pas l'argent. Je pouvais survivre à la tentative de vol, mais la trahison, elle, a frappé plus fort. Ce n'était pas juste un cousin qui essayait de profiter. C'était délibéré, calculé, et cela prouvait ce que j'avais essayé d'ignorer. Il ne me considérait pas comme de la famille. Il me considérait comme une banque. Après ça, j'ai sombré. Je n'ai pas mangé correctement pendant des jours. Je n'ai pas répondu aux appels. J'ai laissé les poubelles s'accumuler. Mon équipe a envoyé des rappels polis. Les projets ont stagné. Une affaire que je négociais depuis des mois est tombée à l'eau parce que j'avais manqué la date limite de signature. Et pourtant, je n'ai rien dit à personne. Parce qu'au fond, je n'étais pas prêt à admettre que j'avais été brisé. Mais je l'étais. Pas par Julien, pas par Thérèse. Par l'idée que peut-être toute ma vie était une erreur. Que même quand j'ai gagné à la loterie, littéralement rien n'avait changé. Que peut-être je ne serais jamais plus que le gamin invisible à table. Puis un soir, après avoir tourné et retourné pendant des heures, je me suis retrouvé à faire défiler de vieilles photos. Celles de mon père, mon vrai père, l'homme que Thérèse aimait railler, l'homme que tout le monde appelait trop doux, trop humble, trop ordinaire. Il y avait une photo prise quand j'avais 8 ans. Nous étions au parc. Il portait ce vieux sweat à capuche, agenouillé à côté de moi alors que je montrais un nichoir tordu que j'avais fait à l'école. Il avait l'air fatigué, mais fier. J'ai regardé cette photo pendant longtemps, et quelque chose s'est ouvert en moi. Non pas avec des larmes, avec de la clarté. Mon père n'a jamais eu d'argent, mais il avait de la dignité. Il travaillait 3 emplois, sautait des repas pour que je puisse manger, prenait le bus sous la neige, et économisait chaque euro supplémentaire pour m'acheter des livres, et il n'a jamais rien demandé à personne. Il n'avait pas besoin de se prouver aux gens qui ne se souciaient pas de lui. Et moi non plus. C'est là que la chute a pris fin, et que l'ascension a commencé. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai pris une douche, je me suis rasé, j'ai nettoyé l'appartement de fond en comble, j'ai jeté les boîtes à emporter et le courrier non ouvert. Puis je me suis assis et j'ai fait une liste. Pas d'objectif, mais de règles. Règle numéro 1, plus de silence. J'ai appelé mon avocat, je lui ai tout raconté. Le message,
la connexion volée, la tentative de virement. Il a pris cela au sérieux, a déposé des rapports, a gelé tous les comptes vulnérables, a embauché une équipe de cybersécurité. J'ai senti le brouillard se lever un peu. Règle numéro 2, plus de cachette. J'ai rencontré le conseil d'administration de mon entreprise plus tard cette semaine, je me suis excusé d'avoir laissé tomber, je leur ai dit que j'avais traversé une période difficile, mais que j'étais de retour. J'ai exposé une nouvelle stratégie, demandé des avis et restructuré quelques départements pour faire venir des talents plus jeunes et plus ambitieux. Ils ont répondu avec un optimisme prudent. Règle numéro 3, construire quelque chose qui dure. J'ai acheté une propriété, pas un manoir. Une modeste maison à 2 étages avec un grand jardin et un petit abri à l'arrière qui me rappelait l'atelier de mon père. Je n'ai rien dit à personne. C'était juste pour moi. Puis j'ai créé une fondation au nom de mon père. Discrètement, sans presse, sans réseaux sociaux. Sa mission, aider les parents de la classe ouvrière à accéder à des services de garde d'enfants d'urgence, à de la nourriture ou à des transports. Le genre de choses qui auraient tout changé pour nous à l'époque. Je lui ai donné 1 million d'euros pour commencer. Et j'ai embauché une petite équipe, des mères célibataires, des anciens combattants, des étudiants à temps partiel, des gens qui savaient ce qu'était la lutte. C'était la première fois depuis des mois que j'avais l'impression de pouvoir respirer. Mais il restait encore une règle. Règle numéro 4, ils ne sentiront pas impunis. Je n'allais pas laisser tomber. Pas seulement la tentative de vol, mais le manque de respect, la manipulation, la façon dont Thérèse se pavanait en faisant semblant de se soucier. La façon dont Julien pensait pouvoir me voler et ensuite se présenter aux prochaines vacances avec un sourire. Non, il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de rétablir les faits. J'ai passé les semaines suivantes à rassembler discrètement chaque email, message et message vocal qu'ils avaient jamais envoyé depuis que la nouvelle de la loterie avait éclaté. Mon avocat a aidé à relier les points. L'incident bancaire n'était pas un cas isolé. Julien avait tenté d'autres voies. Il avait fait des demandes de renseignements sur mon patrimoine, même envoyé une fausse offre d'emploi à mon cabinet de gestion pour essayer d'obtenir des détails sur mes avoirs. Thérèse, quant à elle, avait soumis une proposition à un investisseur tiers, présentant une retraite familiale qui serait généreusement financée par les récents gains de son neveu. C'était sa formulation. Elle a même inclus mon nom sur le document sans me demander. J'ai tout documenté, et je compte tout utiliser parce que cette ascension n'était pas seulement une question de guérison. Il s'agissait de s'assurer que personne ne pourrait plus jamais me rabaisser. Ni avec des mots, ni avec des combines, ni avec la culpabilité. Et quand le moment serait venu, je le ferais proprement, publiquement, d'une manière qu'il n'oublierait jamais. Mais juste avant que ce plan ne décolle, quelque chose d'autre est arrivé, quelque chose que je n'ai pas vu venir. Un soir, Léa a appelé et elle pleurait, pas des larmes silencieuses, des sanglots, me suppliant de venir. Et ce qu'elle m'a dit, cela a changé toute la trajectoire de tout parce qu'elle n'était plus seulement prise au milieu. Elle avait été entraînée dans quelque chose de bien pire. Et cette fois, elle n'était pas sûre de pouvoir s'en sortir. Je suis arrivé à l'appartement de Léa en 15 minutes chrono. Elle vivait au 2e étage d'un immeuble modeste juste à l'extérieur de la ville, niché entre une laverie en ruine et un restaurant de tacos qui sentait toujours le carton humide. Le parking était faiblement éclairé et presque vide, mais j'ai reconnu la voiture de Marc sur le trottoir. Cela m'a un peu calmé. Au moins, elle n'était pas seule. Quand elle a ouvert la porte, son visage était pâle et taché, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné et elle portait un sweat à capuche qui n'avait probablement pas vu l'intérieur d'une machine à laver depuis une semaine. Mais plus que tout, elle avait l'air effrayée. Genuinement effrayée. Je suis entré sans un mot. Marc était assis au bord du canapé, un verre d'eau à moitié vide à la main, son genou rebondissant comme un tambour. La télévision était en sourdine, projetant une lumière bleue froide sur le salon. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé. Léa n'a rien dit au début. Elle s'est assise à côté de Marc, s'est frottée les mains sur le visage, puis m'a finalement regardé. « C'est Julien ?» a-t-elle dit. Bien sûr que c'était lui. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Elle a expiré avec un tremblement. Antoine, je ne savais pas à quel point c'était grave. Je le jure. Je me suis assis en face d'elle et j'ai attendu.
Elle a tendu la main vers un tiroir sous la table basse et en a sorti une épaisse enveloppe Kraft. Il m'a demandé de te donner ça, a-t-elle dit, en la poussant sur la table. Il a dit que c'était une offre de paix, mais je suis devenue curieuse. Je l'ai ouverte. J'ai regardé, puis l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une pile de documents imprimés, quelques notes manuscritées, vers l'arrière, un contrat signé. C'était un formulaire d'autorisation. Mon nom était tapé en haut. Il affirmait que j'accordais à Julien une procuration complète sur certains actifs financiers. La signature était la mienne, en quelque sorte. Une falsification maladroite, mais passable à première vue. Ce n'est pas tout, a dit Léa, sa voix tremblant à nouveau. Il avait aussi des impressions de ton activité bancaire, des registres de propriété, des dépôts d'entreprise. Des choses que personne ne devrait avoir à moins d'avoir piraté quelque chose. Marc s'est raclé la gorge. Et il y a plus, a-t-il dit d'un ton sombre. Il s'est vanté d'en avoir vendu une partie. Il a dit qu'il connaissait un gars qui achète des informations sur les actifs de célébrités. J'ai cligné des yeux. Tu es en train de dire qu'il trafique mes informations privées. Léa a hoché la tête lentement. Il est temps de ça, Antoine. Comme, de mauvaises dettes, des prêteurs sur gage. Ne lui tourne pas le dos. Je ne pense même pas que Thérèse connaisse toute l'ampleur. Ma poitrine s'est serrée. Je savais que Julien était avide, arrogant, un idiot, mais ça, c'était malveillant, dangereux. J'ai repris le faux contrat et je l'ai étudié. Négligent, arrogant, une fausse signature de quelqu'un qui ne savait pas comment je signais réellement mon nom. Mais si cela était tombé entre de mauvaises mains, si un employé de banque n'avait pas été diligent, il aurait pu faire de réels dégâts. Et maintenant, il vendait mon identité comme une annonce eBay. Pourquoi me dis-tu ça maintenant, ai-je demandé doucement. Léa a baissé les yeux. Parce que j'ai entendu un appel. Hier, Julien parlait à quelqu'un. Il a mentionné un coup final. Il a dit quelque chose comme, une fois qu'on l'aura coincé, on l'aura. Il ne pourra pas l'arrêter. Mes yeux se sont rétrécis. Il a dit ce que c'était. Non, juste que ça t'impliquait et que Thérèse y jouait un rôle. Je pense qu'il prévoit de te coincer légalement, peut-être même de lancer une sorte de demande de tutelle. Comme, dire que tu es mentalement inapte ou instable. Je l'ai regardé. C'est insensé. Marc s'est penché en avant. Pas s'ils utilisent les menaces et ton récent retrait du travail pour monter un dossier. Ils n'ont pas besoin que ce soit parfait. Juste assez désordonné pour geler tes biens. Je suis resté silencieux pendant longtemps. Mes mains se sont serrées en poing, reposant sur mes genoux. Et puis, comme un interrupteur, j'ai souri parce que c'était ça. C'était leur dernière carte. Et ils avaient déjà trop joué. Leur désespoir les avait aveuglés. Et maintenant j'avais tout ce dont j'avais besoin. Le lendemain matin, je suis allé au travail, non pas à mon bureau, ni à la fondation, ni même au café que j'utilisais parfois comme lieu de réunion discret. Je suis allé à la guerre. D'abord, j'ai de nouveau mis mon avocat au courant. Je lui ai envoyé des copies de la fausse procuration, des documents volés, de la signature falsifiée. Nous avons tout soumis aux autorités, déposé une plainte pour fraude et fait en sorte que la banque mette en place une surveillance sur toute tentative future d'accès au compte. Puis nous avons pris rendez-vous avec un détective privé. Je n'allais pas laisser cela devenir un jeu de tribunal de « il a dit, elle a dit ». Je voulais des preuves, des traces écrites, des enregistrements, des photos. Mon avocat m'a mis en contact avec un détective privé nommé Monsieur Leblanc. Cheveux gris, yeux vifs, il se déplaçait comme quelqu'un qui n'arrêtait jamais d'observer. En 5 minutes, j'ai su qu'il valait chaque centime. Je ne veux pas de surveillance pour la sécurité, lui ai-je dit. Je la veux pour la stratégie. Je dois savoir ce qu'il prévoit avant qu'il n'agisse. J'ai besoin de noms, de dates, de tout. Il a hoché la tête. Donnez-moi 2 semaines. Il n'a eu besoin que de 6 jours. Pendant que Monsieur Leblanc se mettait au travail, j'ai commencé à agir de mon côté. Léa, à son crédit, a aidé à chaque étape. Elle n'a pas seulement partagé passivement ce qu'elle savait. Elle a activement commencé à recueillir des informations, de vieux SMS de Thérèse, des captures d'écran de conversation, des messages vocaux que Julien avait laissés sur son téléphone. Chaque morceau de preuve, elle l'a catalogué et transmis.
Ensemble, nous avons construit une chronologie. Tout, depuis le moment où Marc a mentionné la loterie jusqu'à la plus récente enveloppe de menaces. Et puis nous avons commencé à dresser une liste, des personnes qu'ils avaient contactées, des mensonges qu'ils avaient racontés, des tentatives d'accès par la petite porte. C'était plus long que ce à quoi je m'attendais. Au moins 5 personnes avaient été approchées par Julien, toutes sous le couvert d'aider Antoine à gérer sa fortune. Il leur avait offert un pourcentage s'ils pouvaient plaider en sa faveur. 2 avaient répondu. L'un avait déposé une plainte auprès d'un conseil d'éthique financière. Monsieur Leblanc a retrouvé les fils de Mai. Une ligne se distinguait, il est émotionnellement instable. Classique effondrement après la loterie. Il ne remarquera même pas si on prend un peu sur le dessus. Il me dépeignait comme incompétent. Il mettait en place la scène, essayant de créer une trace écrite qui pourrait être utilisée pour demander à un tribunal le contrôle de mes biens. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était un casse avec mon identité comme coffre-fort. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que je n'étais plus seul et que j'avais ma propre trace écrite. Au cours de la semaine suivante, j'ai préparé le terrain. Première étape, sécuriser mon image publique. J'ai accordé 2 interviews, une à un podcast d'affaires de taille moyenne, l'autre à un journal local. Dans les 2, j'ai parlé ouvertement et calmement de la richesse, de la santé mentale et de la vie privée. J'ai raconté l'histoire de la victoire à la loterie, mais du choix de rester ancré. J'ai parlé de la fondation au nom de mon père. J'ai paru intelligent, réfléchi et émotionnellement stable. Deuxième étape, appâter le piège. J'ai envoyé à Thérèse un email court et poli. Bonjour tante Thérèse. Je sais que nous n'avons pas parlé depuis un certain temps, mais j'ai réfléchi à vos récents messages. Il est peut-être temps d'avoir une vraie conversation. Je suis ouvert à entendre des idées de partenariats familiaux. Faites-moi savoir si vous souhaitez vous rencontrer la semaine prochaine. Antoine. Elle a répondu en 3 minutes. Absolument, mon chéri. J'ai toujours su que tu étais censé. Rencontrons-nous jeudi. Je peux amener Julien. Il a aussi des idées incroyables. Bien sûr qu'il en a. J'ai accepté. Troisième étape, appeler des renforts. J'ai contacté Marc. Peux-tu enregistrer discrètement l'audio? Il a hoché la tête. J'ai déjà un micro installé. J'ai contacté Monsieur Leblanc. Peux-tu être à proximité au cas où les choses tournent mal? Je serai dans la pièce d'à côté, a-t-il dit. Léa s'est portée volontaire pour accueillir sur terrain neutre. Thérèse y verrait un signe d'unité familiale. Parfait. Le jeudi est arrivé. Je suis arrivé le premier. Marc m'a tendu le micro, à peine visible, clipsé sous mon col. Souviens-toi, a-t-il dit, laisse-les parler. N'interromps pas, laisse-les creuser. Léa avait l'air nerveuse. Elle mentira. Elle ment toujours. Pas cette fois, ai-je dit. Cette fois, elle veut gagner. Elle va trop jouer. C'est là qu'on la coince. Quand Thérèse et Julien sont entrés, ils ont agi comme si nous étions à un brunch à Saint-Tropez. Bise sur la joue. Regard forcé. Julien m'a tapé sur l'épaule. Salut, frérot. Thérèse a souri comme un chat qui vient de trouver la crème. Antoine, chéri, tu as l'air si bien. Cette nouvelle clarté te va à merveille. Nous nous sommes tous assis. Je leur ai versé du café. Puis je les ai laissés parler. Julien a lancé un argumentaire sur la gestion de ma marque, disant qu'il avait des contacts avec des consultants en célébrité et des spécialistes du capital investissement. Thérèse a enchaîné sur les fiducies patrimoniales et la protection du nom de famille. Ils n'ont pas mentionné les documents volés ou la signature falsifiée, mais Julien a fait une gaffe. Nous avons déjà parlé avec certaines personnes, a-t-il dit, juste pour préparer, tu sais, pour que le moment venu, ce soit fluide. Quel moment, ai-je demandé, souriant. Il a cligné des yeux. Tu sais, quand tu seras prêt à céder une partie de la charge. Thérèse a sauté. Nous voulons t'aider à te concentrer sur l'ensemble, mon chéri. Plus de stress. Plus de mauvaises décisions. Marc enregistrait depuis la cuisine. Il a failli laisser tomber la cuillère. J'ai gardé mon visage calme. Mauvaise décision, ai-je fait l'écho. Thérèse a souri plus largement.
Celle que tu prends quand tu es sous trop de pression. Comme ne pas dire à ta famille quand tu as besoin d'aide. C'était ça. C'était la limite. Le piège était tendu. Et maintenant, il était temps de dégoupiller. Mais je ne l'ai pas fait ce jour-là. Je les ai laissés partir en pensant qu'ils avaient gagné. Je les ai laissés rentrer chez eux et planifier leur prochain coup. Parce que ce qui allait suivre, cela n'allait pas seulement les exposer. Cela allait les humilier publiquement, de façon permanente, et pour la première fois depuis des mois. J'étais prêt. J'ai attendu exactement 12 jours. 12 jours pour laisser Thérèse et Julien respirer dans leur faux sentiment de victoire. Pour les laisser jubiler, papoter, peut-être même se vanter auprès de quelques amis d'avoir enfin rallié Antoine. Je n'ai pas précipité les choses car la vengeance, la vraie vengeance, ne consiste pas à se déchaîner. Il s'agit de laisser son ennemi écrire sa propre chute, mot arrogant après mot arrogant. Et j'avais tout enregistré, archivé, daté et prêt. Alors, quand le 13e jour est arrivé, j'étais préparé. Pas seulement légalement, psychologiquement, émotionnellement. Pour une fois dans ma vie, je n'étais pas le silencieux de la pièce. Je n'étais pas le gamin assis dans le coin du dîner de famille, mâchant la tête baissée pendant que Thérèse se moquait du salaire de son père. Cette fois, j'étais l'architecte. La prochaine étape a commencé par une lettre remise en main propre par un huissier directement à la porte de Thérèse à 10h17 un mardi. Julien a reçu la sienne 1 heure plus tard. Les 2 lettres sont arrivées dans de fines enveloppes noires, le genre que l'on ne jette pas sans ouvrir. À l'intérieur se trouvait une notification formelle. Objet, avis d'action en justice. Vous êtes par la présente informé que vous faites l'objet d'une enquête pour les faits suivants, tentative d'usurpation d'identité, fraude financière, faux et usage de faux, diffamation, harcèlement et harcèlement criminel. Toutes les preuves ont été compilées et soumises au cabinet d'avocats nom du cabinet. Numéro de dossier fourni. Il vous est conseillé de retenir les services d'un avocat. Cordialement, Antoine Dubois. D'après ce que Monsieur Leblanc m'a dit plus tard, Thérèse a failli s'évanouir. Julien aurait jeté la lettre contre un mur et aurait crié quelque chose à propos de « Antoine n'a pas les tripes ». Oh, je les avais ? Parce que ce qu'il ne savait pas encore, c'est à quel point cela était déjà allé loin. Revenons en arrière. Avant d'envoyer ces lettres, j'avais discrètement lancé une action en justice formelle, bien documentée, irréfutable. Nous avions des captures d'écran horodatées, des enregistrements téléphoniques, des métadonnées numériques et même une analyse vocale des tentatives de signature falsifiées. Mon avocat, maître Marc Mercier, avait monté le genre de dossier dont les procureurs raffolent, non seulement civils, mais criminels. Mais cela ne suffisait pas. Alors, je me suis également assuré que l'histoire soit rendue publique, non pas un article à scandale, mais un exposé soigneusement élaboré. L'un des animateurs de podcast à qui j'avais parlé quelques semaines plus tôt m'a contacté pour un suivi. J'ai accepté. À une condition, je voulais parler d'abus financiers au sein des familles, en particulier parmi les bénéficiaires de richesses soudaines. Il a adoré. Nous avons tourné un spécial de 45 minutes. Je n'ai pas nommé Thérèse ou Julien directement, mais je n'en avais pas besoin. J'ai raconté l'histoire, la trahison, les documents falsifiés, les menaces, l'enveloppe avec ma photo. J'ai tout dit calmement comme si je parlais de la météo. Et j'ai terminé par ceci, l'argent ne change pas qui vous êtes. Il change la façon dont les autres vous voient. Et parfois, il révèle qui ils ont toujours été. L'épisode a été diffusé un jeudi soir. Le vendredi matin, il avait 2 millions de vues. Le samedi, un blog sur la criminalité financière l'avait repris, le recoupant avec ma fondation et déterrant les dossiers publics de mes poursuites judiciaires. Le dimanche, Thérèse et Julien étaient tristement célèbres. Je n'oublierai jamais l'appel téléphonique. C'était une semaine après la diffusion de l'épisode. J'étais dans la nouvelle maison, peignant un mur dans le garage, en fait, parce que même les millionnaires ont parfois besoin d'un projet de week-end quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Normalement, je n'aurais pas répondu, mais quelque chose m'a dit de le faire. Allô. Silence, puis une lente et instable inspiration. Antoine, c'est Thérèse. Je n'ai pas parlé, elle a continué. Je voulais juste parler. S'il te plaît, écoute-moi. Sa voix était si différente. Plus petite,
tendue, comme si tout l'oxygène avait été aspiré de son royaume royal, et qu'elle était laissée haletante dans les ruines. J'ai fait des erreurs, a-t-elle dit. Je me suis laissé emporter. Julien aussi. Nous pensions aider. Nous pensions que si nous pouvions juste, tu sais, prendre un peu d'avance. Je n'ai rien dit. Tu ne comprends pas ce que c'est de voir quelqu'un comme toi tout gagner alors que nous essayons depuis des années. Quand nous avons vu ton père lutter et que nous pensions ne jamais finir comme ça. Et puis c'était là, le masque qui tombait. Le dégoût pour la mémoire de mon père qui pourrissait encore en elle, même quand elle suppliait pour de la miséricorde. Je veux juste que ça disparaisse, a-t-elle chuchoté. Nous sommes de la famille, Antoine. S'il te plaît, ne faisons pas ça devant les tribunaux. J'ai finalement parlé. Ça ne va pas aller devant les tribunaux. Elle a fait une pause. Ça ne va pas? Non, parce que je l'ai déjà réglé. Comment ça? Je pouvais entendre l'effroi s'insinuer. J'ai retiré les accusations criminelles. J'ai dit au procureur que je ne voulais pas de prison. Ça ne valait pas le stress. Oh mon Dieu. Merci. Mais j'ai déposé autre chose à la place. Quoi? Une ordonnance restrictive permanente contre toi et Julien. Vous ne pouvez pas vous approcher à moins de 150 mètres de moi, de ma maison ou de mon entreprise. Elle a été approuvée ce matin. Silence de mort. Et j'ai ajouté, j'ai déposé une demande de dommages et intérêts. Tribunal civil. Les chiffres sont élevés. Tu les verras bientôt. Mais comment peux-tu? Parce que tu as signé des choses, Thérèse. Tu as laissé des traces. Tu as joué à des jeux stupides. Elle sanglotait maintenant. J'étais ta famille. A-t-elle étouffé? Ta tante. Tu vas vraiment nous ruiner. Non, ai-je dit, tu as fait ça toute seule. Puis j'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro et je suis retourné peindre le mur de mon garage. Julien a essayé de contester les accusations. Il a engagé un avocat, a affirmé qu'il avait été manipulé, a dit qu'il essayait d'intervenir dans un moment de crise. Sa défense était risible. Les emails seuls ont démoli son dossier. Le juge n'a pas cru un mot de tout cela. Il a été condamné à une amende de 125 000 € de dommages et intérêts, a été contraint de suivre un programme d'éthique financière et s'est vu délivrer une ordonnance d'éloignement identique à celle de Thérèse. Ses affaires étaient terminées. Il a perdu sa licence après que le rapport de fraude est devenu public. Sa voiture a été saisie. Son bail d'appartement résilié. Aux dernières nouvelles, il squattait le canapé d'un ami, divaguait sur les réseaux sociaux en disant que l'argent corrompt les familles. Personne n'a répondu. Thérèse a sombré dans le silence. Elle a supprimé son compte Facebook, retiré son nom de chaque discussion de groupe familial qu'elle avait autrefois dirigé comme une reine. Son club de vin a poliment suggéré une pause. Même grand-mère a cessé d'appeler. Et Léa, elle ne m'a jamais quitté. Elle est restée honnête, et restée serviable. Et après tout, elle m'a regardé dans les yeux un jour et a dit, « Je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. J'aurais dû te défendre il y a des années. » J'ai juste hoché la tête parce que nous savions tous les deux la vérité. On ne peut pas réécrire le passé, mais on peut décider comment il se termine. Aujourd'hui, ma vie est plus calme. Je gère toujours la fondation. Nous nous développons dans 3 nouvelles villes. Je prends des rendez-vous depuis un bureau ensoleillé qui surplombe un petit lac où les canards pagaient comme s'ils n'avaient nulle part où aller. Je bois mon café lentement. Mon téléphone sonne à peine. Et quand je pense à mon père, ma vraie famille, je pense au nichoir qu'il m'a aidé à construire. Tordu, maladroit, mais le nôtre. Et je pense à ce qu'il aurait dit s'il me voyait maintenant. Non pas à propos de l'argent, mais à propos de la paix. De la force qu'il faut pour rester gentil face à la cruauté. Pour reconstruire quand personne ne vous applaudit. Pour être l'homme qu'ils n'ont jamais vu venir. Ils ont essayé de tout me voler, mais je n'ai rien perdu car au final, il ne valait pas la peine d'être gardé.